Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. Les populations de Mélène peinent à circuler faute de route. La seule infrastructure existante est défoncée par de nombreux nids de poules. Le reportage de Euphrem Biogoezo. Libreville, toujours en difficultés liées aux infrastructures routières, derrière l'hôpital de Mélène, dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Ce problème est plus que préoccupant. Les habitants de la dite zone peinent à circuler, faute de route digne de ce nom. L'infrastructure est complètement défoncée. Des cratères sont visibles sur cette surface, sur plusieurs centaines de mètres, chose qui rend difficile toute circulation des véhicules sur cet axe. Les quelques transporteurs qui s'y aventurent en payent le prix fort. Panne technique et autres difficultés, seuls ont accès à cette route digne d'une piste à pachyderme. Les véhicules tout-terrain avec des chargements dépassant parfois la norme autorisée par l'administration. Comme ce passager accroché à la portière de ce véhicule de transport en commun, cette image renvoie à qui veut l'entendre la problématique liée à la rareté d'infrastructures routières à travers le territoire national. En poussant le bouchon plus loin, il nous a été révélé que cette route a bénéficié d'un financement pour sa réhabilitation, mais hélas. Rituel républicain respecté ce matin par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui a déposé la gerbe de fleurs au mausolée Léomba dans le cadre des festivités marquant l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Au mausolée Léomba, au centre-ville, pour le compte de TVS, il y avait Arnaud Babekung et Yvon Bertrand Komile Kandoumba. C'est un ballet de haute personnalité du gouvernement et de l'exécutif gabonais qu'on a observé ce matin au mausolée du père de la nation, Léon Baming Komidan. Cette influence est liée au dépôt de la gerbe de fleurs à son mausolée par le chef de l'exécutif, Ali Bongo Ondimba, qui a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang. Après cette reconnaissance républicaine au son et rythme militaire de nos forces de défense et de sécurité, le chef de l'État procédera au pas de course au dépôt de la gerbe de fleurs. Un rituel républicain perpétué par son prédécesseur Omar Bongo Ondimba, qu'Ali Bongo Ondimba ne ménage aucun effort pour se plier depuis son accession à la magistrature suprême en octobre 2009. Cette première phase marquant les festivités de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale sera complétée
par la participation du chef de l'État au défilé civil et culturel au boulevard triomphal Omar Bongo, où le cortège présidentiel s'est ébranlé. Voilà, vous venez de le suivre, une reconnaissance qui ne laisse pas indifférent la famille de l'illustre président disparu, dont l'une des filles s'exprime au micro de Arnaud Mbabekong. Vous savez, lorsqu'un chef d'État honore un chef d'État, c'est toujours une gloire. C'est un grand hommage que le président de la République actuelle rend à l'endroit de notre père, le président Léomba. Léomba est mort en exercice de ses fonctions. Léomba a proclamé le 16 août à minuit, donc le 17 août, l'indépendance du Gabon. Après 121 ans de colonisation, 121 ans de souffrance, il faut que tous les jeunes Gabonais, tous les Gabonais, on se souvienne que nous sommes sortis de l'ombre pour aller vers la lumière. Et je pense que le geste que le président de la République accomplit d'année en année, c'est ce geste de reconnaissance de la patrie gabonaise envers les combattants de la liberté. Léomba n'était pas seul. Madame la Présidente, nous savons que cette année, c'est une marque de jubilé. C'est Léomba, parce que c'est un signe particulier ce dépôt aujourd'hui. Tu m'as bien entendu. Je disais que cette année marque le jubilé donc du décès de Léomba. Ce dépôt de gerbes de fleurs a un signe particulier, une marque particulière. Un signe très important. Nous avons commencé le jubilé Léomba en novembre 2017. Il se termine en novembre 2018. Imaginez-vous que les plus hautes autorités de l'État viennent honorer Léomba dans le jubilé. Alors le jubilé ne peut être que content. La Fondation Président Léomba pour la science, la culture et les droits de l'homme ne peut être qu'heureuse. Nous poursuivons notre jubilé, nous partons à Donguila, où son frère aîné, le deuxième prêtre gabonais, Jean Obam, a exercé. Nous partons offrir des dons aux enfants de Donguila, pour que Donguila aussi ne meure pas. Merci. Rien à voir avec ce qui précède, c'est un ouf de soulagement pour les populations des quartiers Akébé Plaine et Akébé Poto. Ces quartiers seront désormais éclairés grâce aux lampadaires solaires mis à leur disponibilité. Une action du chef de l'État au profit des populations des 10 quartiers. C'est le reportage d'Arnaud Mbabekong. Au rythme des onomatopées entonnées en chœur par la cohorte des moins jeunes et notables des Akébé, Séraphin Ondumba, tel un soldat aux ordres hiérarchiques, a procédé à la vérification de l'effectivité des lampadaires solaires réalisés par le chef de l'État au profit des habitants de ce quartier. Cette action est à l'actif du président de la République. Voilà pourquoi ce soir les Akébé se sont mobilisés pour dire merci au président de la République. Et nous allons mettre en place des stratégies pour lutter contre l'insécurité. Et nous disons encore une fois de plus, merci Monsieur le Président. Sur un rayon de plus de 2 km couvrant Akébé Plaine au poste d'Akébé, les populations de cette circonscription sont désormais éclairées, même lorsque surviendront les délestages, une action qui réjouit les bénéficiaires. Je suis content parce que nous avons entrepris cette démarche et puis ça n'a pas pris du temps. En moins de 15 jours, nous avons été électrifiés, gratifiés de ça. Avant la fête de l'indépendance, je ne peux qu'être content. Ces lampadaires solaires font partie des mesures qu'a pris le chef de l'État pour résoudre le problème de l'énergie qui doit être accessible à tous. L'action s'étendra à l'ensemble du territoire national où quartiers et villages ne seront pas épargnés par ce gigantesque projet, tout en espérant qu'il ne s'agit pas d'un simple appât électoral. Développer la commune de Ntoum et sortir sa population de la précarité, puis venir en aide aux personnes du troisième âge, voici les objectifs fixés par l'association Solidarité des fils et filles de Ntoum. À cet effet, un échange a eu lieu récemment avec les habitants de la dite localité. Le reportage d'Inès Mungamombo. Venir de leur commune, le bureau directeur de l'association Solidarité des fils et filles d'Ntoum, qui est une association apolitique, s'est retrouvé récemment pour échanger avec les habitants de la dite localité sur les missions qui sont les leurs. Celles-ci visent à l'entraide des personnes du troisième âge, les populations qui vivent dans la précarité, mais aussi lutter pour la meilleure cohésion sociale et la lutte contre le tribalisme.
Plusieurs actions ont été menées sur le terrain. L'assistance avons porté aux populations autochtones de Kolassi et Mekunanam, administrativement on dira, sur la résolution du problème entre LZH et ces populations-là. Effectivement, LZH et les populations autochtones de Kolassi et Mekunanam avaient un petit problème, on dira certainement mal entendu. Nous avons résolu récemment avec l'aide du préfet, créer une caisse de soutien aux familles endeuillées. Et donc Aspen a trouvé qu'il était mieux de souvent porter son secours, son aide en fait à certaines familles d'Ontoum, puisqu'on prône pour la solidarité à certaines familles, en famille d'Ontoum, les accompagner dans l'organisation de ce genre d'événement. Voici. L'ACFN se veut une plateforme où il fait bon vivre au-delà des clivages différentiels d'ordre politique. L'association Solidarité des fils et filles d'Ontoum veut être ce cadre où, après quand on a fini de faire la politique, les enfants d'Ontoum peuvent se retrouver. Qu'on soit d'un bord différent de celui de l'autre, c'est ce cadre-là qui veut dépasser les appartenances politiques. Un cadre où les enfants, ça veut dire les fils et filles d'Ontoum, peuvent se retrouver pour parler d'Ontoum, pour parler de son développement, pour, j'ai envie de dire, aider les gouvernants à nous aider à développer Ontoum. Comme beaucoup d'ailleurs le savent aujourd'hui, Ontoum et beaucoup regardé tous les grands projets, tous les grands projets sont orientés vers Ontoum. Certaines actions verront le jour, telles que le tournoi Solidarité de football et l'ouverture d'une caisse de soutien pour la rentrée scolaire. Voici des initiatives à saluer. Et l'actualité, c'est également hors de nos frontières. 2 jours après l'effondrement du viaduc Morandi à Gênes, qui a fait plus de 39 morts, les recherches se sont poursuivies toute la nuit pour trouver d'éventuels survivants en Italie. Deuxième nuit de recherche dans les décombres du viaduc Morandi. Depuis mardi, près de 1000 secouristes ont été mobilisés pour tenter de retrouver des survivants. Selon les autorités, les débris doivent être enlevés en urgence pour éviter tout encombrement et libérer les voies ferrées en contrebas. Côté politique, l'heure est à la recherche des responsables. Le gouvernement accuse la société Autostrade, gestionnaire de l'autoroute A10, où le viaduc s'est effondré. Nous avons laissé les enquêteurs faire leur travail, mais nous ne pouvons pas attendre la lenteur de la justice pénale. Nous avons donc l'obligation d'agir pour que chaque citoyen puisse voyager en sécurité. Autostrade avait le fardeau, l'obligation contraignante des coûts de fonctionnement et l'obligation de suivre les travaux de maintenance du pont. La société Autostrade, qui gère près de la moitié des autoroutes du pays, est accusée de négligence criminelle et devrait faire l'objet d'une amende de 150 millions d'euros. La direction assure avoir rempli toutes ses obligations. D'importants travaux de rénovation avaient été menés sur le viaduc en 2016. L'accident était imprévisible selon ses dirigeants. Par mesure de précaution, plus de 630 riverains ont été évacués. La partie du viaduc restée intacte n'est pas stable et pourrait s'effondrer sur les habitations. Ce morceau de pont devra d'ailleurs être détruit, tout comme certains bâtiments environnants, selon plusieurs responsables locaux. La construction d'un nouveau pont est d'ores et déjà envisagée. Aux États-Unis, excédé par de vives critiques, Donald Trump a révoqué l'habilitation secret défense d'un ancien chef de la CIA, proche de Barack Obama, John Brennan. Un abus de pouvoir, dénonce l'intéressé. Donald Trump a pris sa décision. John Brennan ne pourra plus accéder aux informations sensibles et confidentielles des États-Unis. Une annonce faite par la porte-parole de la Maison-Blanche. Principale justification, le comportement jugé erratique de cet ancien chef de la CIA. Ce genre de conduite et de comportement a largement dépassé les limites de toute courtoisie professionnelle qui aurait pu lui être due. Le passé de M. Brennan remet en question son objectivité et sa crédibilité. En poste de 2013 à 2017, John Brennan est connu pour ses vives critiques à l'encontre de Donald Trump depuis la prise de fonction de l'actuel président. Il est notamment l'une des personnalités à soutenir l'hypothèse d'une ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016. À l'annonce de cette révocation, John Brennan a immédiatement réagi. Cette décision fait partie d'un effort plus large de M. Trump pour supprimer la liberté d'expression et punir les critiques.
Cela devrait sérieusement inquiéter tous les Américains, y compris les professionnels du renseignement, du coup de la prise de parole. Mes principes valent beaucoup plus que les autorisations. Je ne vais pas me reposer. L'habilitation secret défense est conservée par tous les hauts responsables en ayant bénéficié, y compris à la fin de leur fonction. Une tradition qui pourrait être remise en cause sous l'ère Trump. La Maison-Blanche a annoncé que d'autres personnalités devraient être concernées. Parmi elles, l'ancien chef de la police fédérale James Comey, devenu la bête noire du président. Et la page des sports de cette édition d'information nous ramène tout de suite à Libreville au Gabon, où la fin de la phase de poule du tournoi de l'unité organisé par Jesba Family, Manga, Ngong, Peka et New Angel passe en demi-finale. Le récit d'Ulrich Simaela. La phase de poule du tournoi de l'unité organisé par Good Spirit Basketball Association s'est achevée. Les dernières rencontres ont vu Manga Sport prendre le dessus sur OV270 et New Angel d'OM a merveilleusement dominé GSB par un score de 47-29. Les jeunes joueurs du Nord, malgré leur manque de réalisme dans les lancers francs, sont parvenus à maintenir le même rythme du match en dominant tous les 3 premiers quart-temps. GSB, poussé par son public, remporte le dernier quart-temps dans l'espoir d'une qualification grâce au goal average. Malheureusement, les choses ne sont pas à sa guise. GSB est donc éliminé de la compétition et voit Peka et New Angel rejoindre Manga et Ngong en demi-finale. On offre un beau spectacle aux gens qui viennent assister, sont en vacances, les gens qui sont venus chez eux. Et les petits également sont en vacances, c'est mieux de les occuper sainement à travers le sport. D'où vraiment l'importance de ce genre de rencontre. Je tiens pour ce faire à féliciter les organisateurs, c'est-à-dire les frangins de GSB. Avant tout, ça reste la famille, c'est un match de basket. C'est vrai que les meilleurs ont gagné, mais ça reste avant tout un jeu. Les petits, c'est la famille, c'est GSB et New Angel. Le président de Good Spirit Association, principal organisateur de ce tournoi, a exprimé sa satisfaction sur le déroulement de la première phase du tournoi. Nous avons tenu à organiser cette compétition parce qu'il était question pour nous de pouvoir fédérer les jeunes des différentes provinces et des différents quartiers autour d'un terrain de basket et d'une balle orange. Donc lorsque nous voyons aujourd'hui l'engouement avec lequel je veux dire, les matchs se sont déroulés, nous sommes satisfaits de cette première édition. Nous nous disons, même si les jeunes n'ont pas gagné sur le terrain, mais GSB Family vient de gagner quelque chose par, je veux dire, l'engouement et le succès que ces jeunes peuvent démontrer au travers des matchs et du public que nous avons tous vu présent. En demi-finale, Manga affrontera Peka et Ngong fera face à l'équipe de New Angel OM. La finale est programmée pour ce vendredi 17 août à 16 h sur le plateau sportif de Likwala. Et puis c'était au gymnase du lycée national Léon Mbaye que la Ligue de Maracana de l'Estuaire a clôturé sa saison sportive avec la Coupe de la Ligue avec 5 équipes en lice. Il s'agit de Pro Foot, Experts de football, As Tableau Noir, CQ, FC et Carrefour Léomba. Le dernier cité sortira finalement vainqueur de cette compétition. Le récit de Yasser Nicolas donc. En prélude à la présélection d'une équipe nationale de Maracana, la Ligue de Maracana de l'Estuaire a organisé la Coupe de la Ligue. Pour le bon déroulement de ces activités de la discipline, un seul lieu a servi de cadre, le gymnase du lycée national Léon Mbaye. À ce tournoi, 5 équipes de la province étaient en lice. Il s'agit de Pro Foot, As Tableau Noir, Carrefour Léon Mbaye, CQFC, puis les experts du football. C'est donc ces 5 équipes qui ont participé à cette grande messe dans l'enceinte du gymnase. La finale de cette compétition opposait Carrefour Léon Mbaye en bleu aux experts du football en rouge. Les premiers cités, habitués à la compétition, dominent les experts et sortent vainqueurs du duel 5-2 et obtiennent par la suite le meilleur buteur de distinction qui apporte de la satisfaction. Champion de ce premier tournoi de Maracana, quel est le sentiment? Un sentiment de satisfaction parce que honnêtement nous-mêmes on s'attendait à ce qu'on vient de gagner ce tournoi provincial parce que toutes les compétitions avant qui préparaient la compétition, on est toujours sorti champion. Donc aujourd'hui malgré le fait qu'on a fait un championnat et que ça s'est terminé sous forme de coupe, les 2 premiers en finale, on était confiant qu'on allait remporter, puisqu'on a déjà croisé toutes ces équipes qu'on avait pris le dessus. Donc, satisfait pour la confirmation. Beaucoup de âme
Et sans l'envie de gagner, vous pouvez rien faire dans tous les sports. Donc beaucoup d'envie, beaucoup de discipline et beaucoup de tactique. C'est une nouvelle discipline qu'on apprend maintenant. Donc beaucoup de tactique avec les règles que personne ne connaissait vraiment. Donc il a fallu surtout beaucoup d'envie. Renvoyés à ces séances d'études, les experts se contenteront de la deuxième place et n'ont pas manqué d'apprécier cet événement. Non, mais c'est un beau tournoi. C'est vrai que c'est la deuxième fois que je prépare à ce tournoi. C'est très bien parce que ça regroupe aussi beaucoup d'anciens joueurs. C'est très bien parce qu'il y a la technique, il y a la physique, il y a un peu de tout. C'est très bien, ça a été bien organisé avec toutes les équipes qu'il y a eu. C'est dommage que nous on est sortis deuxième cette fois, mais c'est pas grave. Le plus important c'était de participer et surtout de faire de beaux jeux. Ok, qu'est-ce qui n'a pas marché au sein de votre équipe qui regorge quand même de très beaux talents et des anciens joueurs? Je pense qu'on a été un peu mal organisé. Après la remise des prix au meilleur du tournoi, le comité d'organisation se félicite des objectifs qu'il a atteints. C'est un sentiment de satisfaction d'un championnat provincial de sueur réussi. Donc, en juger par l'engouement des équipes qui sont manifestées à ce championnat, donc vraiment satisfait, chapeau à ces différentes équipes. Ok. Tenez qu'on peut avoir une très bonne équipe de Maracana, hormis le manque de finances que nous avons, mais nous pouvons arriver à avoir une très bonne équipe de Maracana pour pouvoir jouer la Coupe en Côte d'Ivoire. Le rendez-vous a donc été pris pour la saison prochaine. Voilà, c'est sur ces images qu'on se referme cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi, mais surtout merci de votre fidélité.